Quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui a la capacité ou la lassitude d'exercer certaines tâches, simplement. On parle de la compétence de quelqu'un et non de l'être de quelqu'un. Je suis d'accord, mais pas du tout d'accord avec ceux qui disent que ça ne va pas avec le savoir-être. Ça peut aller avec le savoir-être, tout comme ça peut ne pas aller avec le savoir-être. Tout dépend du domaine dans lequel on est. Sincèrement, il y a les domaines où on s'en fout de ton savoir-être. Si tu veux, sois le plus vilain du monde, tant que tu as la compétence de pouvoir le faire, tu viens, tu exerces. Maintenant, dépendant du secteur d'activité ou de la taille de ton entreprise ou du domaine d'activité dans lequel tu exerces, tu auras besoin que la personne qui a la compétence ait un savoir-vivre et un savoir-être. Et même dans l'équipe, il ne suffit pas que les personnes soient compétentes. Il faut que dans l'équipe également, les personnes aient un savoir-être et un savoir-vivre. C'est pour ça que le thème, c'est de bâtir une équipe mais compétente et cohérente. Parce que si on a des personnes qui sont compétentes et qu'il n'y a pas une cohérence dans les actions, ça ne sert à rien en fait. Si on a des personnes compétentes dans l'équipe et qui n'arrivent pas à vivre avec des autres personnes, c'est également un problème. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est des éternels recommencements. On aura l'impression que la seule solution, c'est de virer. La seule solution n'est pas toujours de virer. Parfois, c'est juste que le socle n'a pas été bon. On n'a pas bâti sur quelque chose de solide. On n'a pas bâti sur un roc, en fait. Et c'est pour ça que notre entreprise ou notre système devient un système passoire où les gens entrent et les gens sortent. Les gens entrent et les gens sortent. Donc oui, on a parfois besoin du savoir-être et du savoir-vivre lorsqu'on veut bâtir une équipe. Question? Non. Et c'est quoi la cohérence? La cohérence, on peut appeler ça comme une harmonie dans un système. Quoi? La logique dans ce qu'on fait. La logique dans ce qu'on fait. Oui. La constance dans l'action. D'accord. Ce qui va ensemble. Un équilibre. C'est une efficacité de chacun. Si je sais ce que je fais, si je sais quoi faire et comment j'accompagne l'autre à le faire, ça permet d'avoir une cohérence. D'accord. Toutes les définitions, ou presque toutes les définitions, sont les mêmes. Mais, comme je le disais, on peut avoir une équipe qui est compétente, mais il n'y a pas une certaine logique dans les actions qu'on mène. Il n'y a pas une certaine harmonie dans les actions. Il n'y a pas une certaine, j'avais envie de dire, cohérence. C'est-à-dire que parfois, lorsque tu vois les agissements de l'équipe, c'est comme s'il y a une dissonance cognitive, en fait. C'est-à-dire que les uns font le contraire des autres et les uns viennent annuler les efforts des autres. C'est ça une coordonnée. Ça existe également dans l'équipe. Et chacun des coéquipiers a sa singularité. Je voulais vraiment insister sur ça. Chacun a sa singularité et chacun a sa particularité. Vous n'êtes pas les mêmes. Et toi, enfant, en tant que manager, il faudrait donc donner des tâches ou des responsabilités en fonction du profil de la personne que tu as en face de toi. On ne donne pas des responsabilités pour les donner. Si je comprends bien, je dois d'abord coacher les gens avec qui je compte travailler pour déterminer leurs points forts, leurs points faibles. Moi, ce que je fais, c'est que comme je l'ai dit, en me constituant l'équipe, je me base souvent sur les travaux qu'il a fait. Pour ça que je regarde quels sont les points forts dans ces travaux. Écoutez, tu estimes que le travail il est difficile et qu'il faudrait prendre quelqu'un pour le faire. C'est quoi la taille de ton entreprise? Parce que si tu es une start-up et que tu es dans les débuts de ton entreprise, tu as besoin de communiquer une certaine énergie. Tu as besoin de communiquer l'âme de ton entreprise aux personnes avec lesquelles tu travailles. Tu ne peux pas me prendre un directeur de ressources humaines, tu me dis qu'il vient recruter le personnel chez toi. Par contre, maintenant, si tu es une entreprise bien constituée, tu as un business model connu, tu sais exactement qui doit être à quel poste, ce que la personne doit faire.
permets-toi de te prendre un directeur des ressources humaines. Encore que même pour prendre le directeur des ressources humaines, il faudrait que le directeur, en recrutant des personnes, épouse une certaine vision de l'entreprise et que la personne qu'on recrute entre, en fait, vienne se fondre dans ce qu'on a déjà construit. Pourquoi tu ne veux pas prendre le temps de construire? Construis! Il y a un temps pour construire. Il y a un temps pour bâtir, en fait. Et puis, il y a un temps où tu ne vas plus souffrir de bâtir autant parce que tu auras déjà travaillé avec des personnes qui ont compris la vision, qui savent où vous partez. Et idéalement, même que la personne qui recrute sorte des personnes avec qui tu as commencé. Parce que lui, il a parcouru le chemin avec toi. Tu m'as dit, par exemple, je vais voir les travaux que la personne va faire. Tu auras besoin d'une personne dans ton équipe que la seule qualité qu'il a, la seule compétence qu'il a, c'est qu'il est loyal. Il ne sait rien faire d'autre qu'être loyal. Il n'a pas de travaux. Il n'a pas réalisé un travail ailleurs sur lequel tu vas t'appuyer. Tu le juges sur quoi? Ou tu vas demander qu'il te rédige un exposé sur sa loyauté. Il ne pourra pas le faire. Je vais choisir parmi les personnes avec qui j'ai eu à travailler. Ça veut dire que tu ne pourras pas avoir de nouveaux dans ton équipe. Si je vous demandais pourquoi vous voulez bâtir une équipe, c'est pourquoi? Parce que c'est la première question à se poser. Pourquoi vous voulez bâtir l'équipe? Efficace. Évoluer le projet. Améliorer la productivité. Avoir plus d'argent. Gagner en temps, respecter les délais. Parfait. Mais pour votre entreprise, pourquoi est-ce que vous voulez constituer une équipe? Je n'attends pas que vous me répondiez à moi. J'attends que vous vous répondiez à vous-même, sincèrement. Pourquoi est-ce que vous voulez constituer une équipe actuellement dans votre projet? Pourquoi est-ce que vous pensez que demain ou après-demain, il vous faut avoir une équipe? Pourquoi vous ne travaillez pas seul? Si c'est tant compliqué de travailler avec des gens, pourquoi vous ne travaillez pas seul? Qu'est-ce qui vous limite actuellement au point où vous sentez le besoin de pouvoir avoir une équipe? Qu'est-ce qui vous limite? Parce qu'il y a des tâches sur lesquelles je ne dois pas faire des tâches. Vous comprenez un peu? Il y a des compétences. Vous avez parlé des leaders. Il y a des tâches, j'ai des visions, j'ai des projets à faire. Mais là, il y a des tâches sur lesquelles je ne dois pas perdre le temps, je dois travailler sur certaines choses qui sont avancées. Et d'autres maintenant doivent être en train de faire ces tâches-là. Oui. Tout le monde ne peut parler ici. Je ne suis pas moi, Poutine. En fait, pour moi, le principe est simple. Sur 10 entreprises ou start-up qui existent, 8 meurent quand le créateur ou bien le promoteur n'existe plus. Moi, j'ai décidé de m'associer avec des personnes parce que je me dis, en travaillant avec les autres, mon entreprise ou bien mon projet peut s'étendre sur la durée. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de travailler. D'accord. Avant qu'on ne continue, peu importe l'argent que vous avez, peu importe que vous soyez Elon Musk, peu importe que vous soyez Poutine, si vous voulez même, soyez même Dieu, encore que même Dieu, il a besoin des gens pour travailler avec lui. Pourtant, il a la possibilité de dire une seule parole et tout s'exécute. Il a encore besoin des gens qui vont travailler avec eux. Que vous soyez Jésus, il a eu besoin des disciples dans son équipe. Même Jésus a constitué une équipe. Vous ne pouvez pas réussir en étant seul. Vous ne pouvez pas réussir en étant seul. Peu importe qui vous êtes, même si vous êtes Nganou, vous ne pouvez pas. Même si vous dites que, ok, si moi j'ai une entreprise de ciment, si je ne recrute pas les gars qui déchargent le ciment, ils peuvent décharger seul. Tu ne peux pas décharger chaque jour seul. Tu auras besoin des gens. Pourtant, il est fort. Une autre chose. Il y a des personnes qui sont tellement pauvres dans leur vie que la seule richesse, la seule chose qu'elles ont, la seule chose qui leur reste, c'est l'argent. Et elles se disent que le fait d'avoir l'argent leur donne tout. L'argent ne donne pas toujours tout. Ça ne signifie pas que tout n'a pas un prix. Tout a un prix, mais l'argent ne donne pas toujours tout. Alors, première chose qu'il vous faut avant de bâtir une équipe, lis s'il te plaît. Travailler sur le but, la vision, les valeurs, l'éthique et la déontologie de l'entreprise. Qui ici sur vous, avant de lancer son projet, a fait ça? C'est quoi les valeurs de ton entreprise?
étant donné que... C'est quoi les valeurs de ton entreprise? Oui. La loyauté, la vérité. Et comment on dit ça? Tu n'as pas travaillé sur les valeurs de ton entreprise. Première chose à faire, les valeurs de ton entreprise. Et comment on travaille dessus? Qu'est-ce que tu veux? À quoi est-ce que tu veux que ton entreprise ressemble? Par exemple, chez moi, un des projets, je sais que c'est que ça va valoriser, c'est l'optimisme d'abord. C'est quoi l'optimisme pour toi? L'optimisme, dans le sens où, voilà la phrase principale sur laquelle elle se base. Chacun de nous est né déjà dès les jeunes, avant même la naissance, que sont des leaders. Je n'ai rien compris de ce que ça veut dire. Si quelqu'un a compris, que la personne m'explique. Maintenant, quand je vais continuer, vous allez comprendre. D'accord. Déjà, pour qu'un spermatozoïde vienne, il faut que les gens comprennent, pour qu'un spermatozoïde puisse féconder l'ovule, c'est qu'un spermatozoïde sur 1 million, c'est le leader des 1 milliard de spermatozoïdes lâchés. C'est bien ça qu'on nous a appris en science. Donc, dès cet instant-là, c'est toujours le meilleur. Donc, on a en nous le meilleur. On a en nous la capacité d'accomplir de grandes choses. Donnons-nous la vision, une très grande vision, et de croire qu'on peut accomplir des choses très importantes pour cette planète. C'est ça la vision de ton entreprise. En fait, ça, c'est Oui. la valeur. C'est la valeur qu'elle prône. Voilà. C'est la valeur qu'elle prône. Par rapport à ça, j'ai plutôt une question. Oui. Par rapport à ça, ce qu'il vient de dire. Bon, est-ce que tout le monde peut être leader? Oui. Tout le monde Si a tout le la monde capacité d'accomplir les grandes choses. Si tout le monde est leader, qui va suivre qui? La question à laquelle je devais m'attendre ensuite, c'est est-ce qu'on est ou est-ce qu'on devient? Parce qu'il y en a qui naissent, il y en a qui peuvent devenir, il y en a qui refusent d'être. Mais tout le monde peut l'être. Regarde, en fonction du secteur dans lequel... Ce que tu essayes de me dire, c'est que Chrysostome, moi, Dr Claudel, Nancy, Ulrich et autres, on ne peut pas se mettre ensemble pour faire un projet? Je suivais dernièrement un de ces docteurs que vous disiez, où il disait qu'il avait demandé de former 2 groupes. Un groupe où il y avait un leader et un groupe où il y avait des têtes pensantes. Et qu'au bout d'un mois, le groupe où il y avait des têtes pensantes n'avait rien foutu. Tandis que le groupe où il y avait un leader a pu fournir au moins un travail à 30%. D'accord. Vous avez fait le travail, seulement il y avait 10 travails différents. Non, finalement, ils n'ont rien foutu. Dans ce cas, c'est une affaire de cohérence, comme vous avez dit. On peut avoir plusieurs leaders sur un projet et qu'on accepte que dans ce projet, il y a un leader. Vous comprenez? Je pense aussi que ça dépend de la nature des tâches. Il y a des tâches qui sont de nature pensante. Par exemple, réfléchir, penser une stratégie. Et c'est même là la primitive de toute action, en fait. Et si vous prenez par exemple une personne qui a un leadership dans la pensée, vous lui confiez une tâche de l'action physique, là vous pouvez le trouver incompétent. Quand je prenais l'exemple, ce que je voulais faire comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on est leader qu'on n'a pas un leader, ou qu'on ne peut pas laisser à quelqu'un la place d'être leader. On fait des projets en commun. Est-ce que c'est facile? Non. Parce que parfois, on discute 10 heures de temps. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? On va sur un objectif commun qu'on s'est fixé. La vision qu'on a. Où est-ce qu'on veut aller? Et donc, qu'est-ce que chacun essaye de faire? C'est de taire son orgueil et de faire avancer le truc. Et puis, il y a toujours un leader qu'on connaît qu'il est leader. On ne discute pas sa place avec quelqu'un. Tu vois? Un leader ne vient pas dire, regarde, c'est moi qui suis le leader. Très souvent, ce sont les gens qui voient en lui le leader et lui font même prendre conscience du fait qu'il est le leader. Très souvent. Oui, tu voulais intervenir. En écoutant le problème, répondre à la question pour mon projet.
J'essayais de pendant que... Mais c'est maintenant que tu viens de penser, soyons honnêtes, n'est-ce pas? Maintenant. Parfait. Tu es honnête. Et maintenant, je vais donner juste le fil de ma réflexion. Parce que pourquoi j'existe? C'est pour montrer que être un handicapé n'est pas une fatalité. C'est le but de cette entreprise. Je suis née avec un handicap et je suis montée un handicap. Je veux montrer aux autres que être un handicapé ne veut pas dire qu'on doit toujours être un poids pour la société. On doit être un atout pour notre société. Maintenant, j'ai choisi un domaine, le domaine de l'agroalimentaire, et je veux me démarquer dans ce domaine pour montrer aux autres que oui, on a des handicapés, on a des handicaps parce que beaucoup de personnes pensent toujours que les handicapés, ce sont les handicapés moteurs. Je suis devant vous, mais personne ne peut imaginer que je suis handicapée, tant je le suis. Et je suis maman d'un enfant aussi qui a le même handicap que moi. Et j'ai surmonté beaucoup de choses pour arriver au niveau où je travaille encore. Et ce que je veux faire, c'est pouvoir rassembler d'autres personnes qui ont le même handicap que nous et qu'ensemble, on puisse lever le niveau et montrer aux autres que malgré notre handicap, on a un atout pour notre société. Voilà ce que j'ai envie de faire. Et c'est dans le domaine agroalimentaire que je veux le faire. Parce que dans l'agroalimentaire, on nourrit les hommes. On n'envoie pas seulement l'énergie, les forces, on nourrit beaucoup plus que ça. Ça, c'est ce que j'aime dire. Parce que quand on ne voit pas le handicap, pourtant je suis un autiste. Et je suis maman d'un enfant autiste. Il y a eu beaucoup de choses pour que j'arrive à m'exprimer correctement devant les gens, à pouvoir faire beaucoup de choses devant les gens. Et ce sont des handicaps qu'on ne perçoit pas. Parce que quand vous voit physiquement, vous paraissez normal, mais vous avez toujours quelque chose de plus. Merci. La prochaine fois que tu iras en prospection et que tu voudras vendre Combi, c'est exactement ce que tu dois dire au client. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur ça avant de commencer. C'est ça ton storytelling. On n'achète pas le chips. Ce n'est pas les chips qu'on achète. C'est ce que tu viens de dire qu'on achète. Et tu sais pourquoi tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un, la personne comprend. Si tu expliques, ce que tu faisais en fait, c'est que tu expliquais aux gens que, en fait, on est dans le domaine agroalimentaire. Ce qui se passe, c'est que c'est un domaine qui est grand. Il y a beaucoup de potentialités. Il faut prendre les chips, vous vendez. Regardez ce que je vois. Dans un an, on sera ça. Si je mens, tu me contredis. Reprends des personnes avec toi. Et chaque fois que tu as une personne en face de toi, explique à la personne pourquoi est-ce qu'elle vient. Tu auras deux cas. C'est-à-dire que lorsque la personne voudra travailler avec toi, la personne s'engage dans une action sociale. Et ce qui est bien, c'est que les personnes ont toujours un capital émotion gardé quelque part où ils veulent mettre en contribution pour pouvoir apporter un plus dans la société. Le deuxième cas, c'est que tu auras quelqu'un qui va te dire, moi je m'en fous de ça, ce que je veux c'est mon argent. Et puis la personne va partir, simplement. C'est ce que tu fais lorsque tu dois constituer ton équipe.